Avant de parler de patrimoine vivant et de musée, je voudrais quand même positionner le contexte parce que bon, tout le monde ne connaît pas Grasse. Donc voilà Grasse, une photographie qui date des années 1860. Grasse a été photographié très tôt. Donc une photographie de Grasse hier, hier il y a un siècle et demi à peu près. Et donc on voit bien sur la photo, on voit déjà des champs, des champs qui descendent, des champs de fleurs qui descendent jusqu'à la mer, jusqu'à la Méditerranée, et puis des cheminées d'usines un peu partout dans la ville. Le centre historique, c'est la cathédrale que vous voyez à droite, et puis les usines tout au long de la colline. Voilà, on voit aussi que Grasse c'est avant tout un patrimoine vivant qui repose sur un terroir. Je pense qu'on a beaucoup parlé de communauté, mais à Grasse, la communauté existe, mais elle repose aussi sur un terroir. Et je pense que ça, c'est une notion qu'il ne faut peut-être pas oublier dans le patrimoine vivant. Et ce terroir, il est très important pour le parfum, puisque Grasse est entre la mer et la montagne, et ça donne un climat qui permet effectivement aux plantes à parfum de se développer particulièrement bien, parce qu'elles sont dans un climat qui n'est ni trop chaud ni trop froid, qui est donc assez stressé. Donc aujourd'hui, voilà aujourd'hui la même photo quasiment, et donc on voit bien le problème qui a pu se poser par rapport à un patrimoine vivant qui était celui de la culture des plantes à parfum et du parfum. On voit donc déjà le paysage agricole qui s'est imité avec des très nombreuses constructions, pas seulement des pavillons, de gros immeubles. Et puis les cheminées d'usines ont plus ou moins disparu. Et donc avec ces deux photos, je pense qu'on réalise bien le problème qui est lié à la sauvegarde à la fois d'un patrimoine matériel, bien sûr, mais aussi d'un patrimoine vivant. Alors, ça je saute. Alors, ce problème de sauvegarde, il a été tout de suite vu par un monsieur qui s'appelait François Carnot dans les années 1900-1920. François Carnot, c'était un Parisien, c'était le président de l'Union des arts décoratifs à Paris, et il a été également président du Mobilier national dans les années 30. Donc c'était quelqu'un qui était très sensibilisé au monde des musées, au monde de l'art et au monde de l'histoire de l'art. Et venant habiter à Grasse, il s'est rendu compte donc, qu'il y avait un problème de sauvegarde d'un patrimoine qui était celui de la Provence, en l'occurrence la Provence orientale, qu'on met un petit peu en opposition avec la Provence qui est liée à Aix ou à Frédéric Mistral en Arles. Et donc il a créé un premier musée, finalement, un musée qui était déjà créé pour sauvegarder un patrimoine vivant qui existait dans les années 1900-1920 et qu'il voyait disparaître. Donc ce musée, il l'a créé dans un hôtel particulier qui se trouve à Grasse, qui s'appelle le Musée d'art et d'histoire de Provence, et qui existe toujours aujourd'hui et dont les équipes du musée s'occupent également. Alors c'est intéressant parce que cet hôtel particulier, donc, qui est un hôtel particulier construit au XVIIIe siècle, a servi d'ailleurs a été le lieu d'une des premières parfumeries de Grasse. C'est intéressant parce qu'il y a trois phases dans ce musée. 1989, ouverture du premier musée, et on se rend dans les années 80, la culture du parfum et l'industrie du parfum est en train de disparaître à Grasse. Donc le musée est vraiment tourné vers l'industrie grassoise. C'est un musée des techniques, c'est un musée qui reproduit les usines telles qu'elles existaient, qu'elles étaient en train de disparaître, puisque tous les grands groupes chimiques avaient racheté toutes les entreprises locales et, faute de rentabilité, les fermaient les unes après les autres. Donc la première muséographie, le premier musée finalement de Grasse, du parfum, est vraiment consacré à la parfumerie grassoise. En 2008, suite à une refonte du musée, il y a un nouveau musée qui est ouvert avec une importante extension. Et là, ce musée se veut international. Donc il va présenter le parfum, l'origine des civilisations jusqu'à nos jours. Et Grasse est un petit peu oublié. Et c'est un élément qui va être beaucoup reproché d'ailleurs par les habitants, puisqu'ils se sont sentis un petit peu dépossédés de leur musée, qui était devenu un petit peu un musée d'objets, un musée d'art décoratif, ou un musée des techniques. Et donc là, nous, en 2018 et 2019, l'équipe du musée a refait totalement la muséographie, puisqu'on avait bien senti qu'il y avait un problème par rapport à cette muséographie qui était très intéressante et très riche, mais qui ne répondait pas à certaines interrogations du public. Voilà une vue du musée. Alors, le musée, évidemment, repose essentiellement depuis les années 1900-1920 et depuis son ouverture en 89 sur une collection d'objets. Donc, les objets, qu'est-ce que c'est pour le parfum ? C'est essentiellement des flacons. Voilà.
Donc évidemment, François Carnot s'intéressait beaucoup aux arts décoratifs, donc on a une belle collection de flacons qui représentent bien les différents mouvements des arts décoratifs. Et puis également, on voit bien l'évolution et l'évolution des arts décoratifs tout au long de l'art nouveau à l'art déco. Hein. Voilà, donc des objets, quelques objets qui sont des objets locaux. Alors donc, le premier parfum que je vous ai fait sentir, c'est du jasmin, hein, pour ceux qui n'avaient pas trouvé. Donc c'est pour évoquer donc, le territoire de Grasse. Alors c'est un jasmin qui n'est pas un jasmin de Grasse, c'est un jasmin qui provient d'Inde. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à Grasse, le patrimoine vivant de Grasse, ce n'est pas uniquement l'agriculture, mais c'est surtout la transformation de la matière première. Et que la matière première ne se trouve pas forcément sur le territoire, mais elle se trouve dans le monde entier. Alors je vais quand même vous faire sentir aussi une odeur qui est liée à ces boîtes, qui sont donc des boîtes du XVIIIe siècle, qui ont été créées au XVIIIe et qui étaient faites sur place et qui illustrent bien aussi l'aspect transformation de la matière première. Voilà, donc le musée, il est créé avec donc, des présentations d'objets comme des alambics, donc d'une collection scientifique, technique, mais qui est vu plutôt comme un objet, l'alambic un petit peu vu comme un objet d'art. Bon, et finalement très peu de collectes liées au patrimoine vivant. On a quelques photos, mais on a très très peu d'archives liées au patrimoine vivant finalement. Donc là, vous voyez, ce sont des femmes qui font de l'enfleurage à froid. Donc, qui font passer du jasmin, notamment, sur de la graisse pour créer des pommades parfumées. Alors, le musée et le patrimoine vivant, donc on n'a pas attendu au musée, évidemment, l'inscription à l'UNESCO l'année dernière pour travailler sur le patrimoine vivant. Et notamment, on a un travail qui est assez intense concernant tout ce qui concerne la médiation. Donc, on a une médiation qui est évidemment tournée vers les praticiens, vers les professionnels des musées. Et on travaille beaucoup avec donc les universités, mais également les chimistes ou l'université de Nice, notamment, qui a un master du parfum. Et donc, bon là, je vous donne un exemple, enfin, on en a de très très nombreux. Donc, le travail de projet avec les praticiens et le musée, c'est quelque chose qu'on pratique énormément. Et donc là, c'est un exemple d'un groupe d'élèves qui a travaillé sur l'analyse sensorielle liée au parfum. Alors, notre approche par rapport au patrimoine vivant, elle s'exprime beaucoup dans la nouvelle muséographie qu'on a commencé l'année dernière et qu'on continue cette année. Et donc, on a essayé de se poser comme question comment est-ce que finalement on peut intégrer le patrimoine vivant dans une collection permanente. Voilà. Parce que c'est quand même un problème. Alors, l'élément bien sûr majeur, et c'est pour ça que je vous fais passer des odeurs, c'est évidemment de faire sentir le maximum d'odeurs au public. Et ça, c'est important. Et pour ce faire, il faut avoir des appareils, des outils. Et alors là, l'innovation ne joue pas tellement parce que finalement, là, vous avez les anciens appareils qui étaient utilisés au musée, qui étaient des appareils assez compliqués, d'un usage assez complexe, et il était assez difficile de les recharger en odeur. Donc quand vous avez un problème pratique pour faire que les surveillants rechargent, par exemple, régulièrement en odeur un appareil olfactif, finalement, ce qui est le plus simple, c'est d'avoir des appareils le plus simple possible. Donc aujourd'hui, notre innovation en termes de matériel olfactif, finalement, c'est d'être allé vers la plus grande simplicité pour permettre finalement de multiplier les dispositifs de médiation olfactive et de les rendre surtout, parce que ce qui est très important, c'est qu'un dispositif olfactif, il sente quelque chose hein, quand on veut faire découvrir un patrimoine vivant à un visiteur, il faut mieux que quand on lui fait sentir quelque chose, ça sente effectivement l'odeur qu'on recherche. Donc on a développé tout un tas de matériel de ce type, qui sont tous extrêmement simples. En général, ce sont des boîtes avec des trous, et à l'intérieur, on a mis un produit qui absorbe l'odeur pendant une semaine ou deux, et puis on le recharge avec un concentré. Voilà. Donc, bien entendu, l'aspect historique du musée a été maintenu, mais là vous voyez donc des dispositifs qui sont très très simples. Ce sont des boîtes transparentes avec dedans une coupelle, des billes,
qu'on asperge de parfum et ça marche très 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 bien. Donc là, vous avez un exemple d'un travail qu'on a fait avec le master de parfumerie de l'université de Nice qui se trouve à Grasse. Et on a donc recréé, donc, par exemple, l'eau de la reine de Hongrie, qui est un parfum un petit peu mythique du XIVe siècle, et un des premiers parfums qui a été diffusé. Voilà. Autre élément aussi important, c'est les visiteurs ne savaient finalement plus comment est-ce qu'on fabriquait du parfum à la fin de la visite, tellement le parcours était complexe. Donc on a créé une salle spécifique cette année pour expliquer aux visiteurs comment est-ce qu'on fabrique le parfum. Et on s'est basé évidemment sur le travail des hommes et non pas sur la technique. Donc la première section, c'est l'agriculteur, la deuxième c'est le chimiste, la troisième c'est le parfumeur, la quatrième, etc. Mais on a fait reposer finalement notre parcours sur l'aspect patrimoine vivant et sur les hommes qui interviennent dans la fabrication du parfum. Voilà, donc là, ce sont les nouvelles salles. Donc les nouvelles salles avec évidemment beaucoup de matériel olfactif très simple et puis aussi beaucoup de films. Hein. On a vraiment mis en avant les interviews, la présentation du parfum dans les civilisations. Et donc ce sont des films inédits qu'on a créés spécifiquement pour le musée. Voilà. Donc l'idée, c'était que finalement un visiteur individuel, eh bien, il peut bénéficier d'une même médiation olfactive et d'une même médiation qui est liée au patrimoine vivant qu'un visiteur qui va participer à une médiation avec visite guidée, hein, où évidemment, tout au long du parcours, l'aspect olfactif, l'aspect découverte olfactive est vraiment systématique. Mais là maintenant, avec la visite, même un visiteur individuel qui ne suit pas une visite guidée, finalement, il a cette même expérience. Voilà, donc je voudrais juste insister sur l'aspect quand même très puissant du parfum comme outil de médiation. Hein. Donc on travaille beaucoup évidemment à l'étranger, et notamment puisque Fragonard était né à Grasse, moi j'avais travaillé sur l'exposition Fragonard au musée du Luxembourg à Paris en 2016, et on en a profité pour faire des médiations olfactives avec donc des objets avec donc comme support un objet Beaux-Arts, une peinture, et ça a vraiment bien marché au musée du Luxembourg à Paris, ces médiations olfactives qui permettent effectivement d'avoir véritablement un échange entre le médiateur et le public à partir des odeurs. Voilà, donc je vais quand même faire sortir un dernier. Bon, alors, juste une petite chose, le deuxième élément qui est très important en termes d'innovation, c'est le jardin. Hein. Parce que le patrimoine, le savoir-faire du parfum, c'est un savoir-faire qui est secret. Il faut bien avoir ça en tête. Et notamment, les agriculteurs, ils ont une démarche très secrète pour leur culture des plantes à parfum. Donc, on a en 2010 ouvert un jardin qui a été créé en 2007, mais le musée a ouvert en 2010. Et ce jardin, eh bien, il recrée les champs de fleurs tels qu'ils existaient à l'époque où il y avait encore des champs de fleurs à Grasse, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Et donc ça permet aux personnes qui viennent visiter le musée de découvrir les champs de fleurs tels qu'ils existaient à l'époque, jusque dans les années 1950-1960, de faire des cueillettes. Mais ça permet aussi de travailler avec notamment le lycée horticole d'Antibes, puisqu'on transmet un savoir, puisqu'on a des jardiniers qui travaillent sur les plantes à parfum. Les plantes, là, bien sûr, c'est le champ de rose. Et puis, tous les nouveaux agriculteurs qui viennent s'installer, eh bien, nous font appel à nous parce que finalement, tout ce savoir-faire, tous les plants eux-mêmes ont un peu disparu et le jardin sert à les diffuser plus largement auprès des professionnels. Voilà. Merci beaucoup.